Bonjour à tous, voici une autre vidéo sur le JavaScript. Dans la leçon précédente, on a appris ce qu'est le JavaScript et on a examiné certains des concepts de base de la programmation, tels que les conditions, les boucles et l'utilisation de variables. Dans cette leçon, on va se concentrer davantage sur la façon dont on peut modifier le code HTML en temps réel à l'aide de JavaScript pour ajouter de l'interactivité à nos pages web. Tout d'abord, créons un formulaire simple, similaire à celui qu'on a créé dans la partie HTML de la série. On va utiliser certains champs qui nécessitent une validation, à savoir âge et nom d'utilisateur. Si l'âge n'est pas un nombre ou s'il ne s'agit pas d'un nombre réaliste, on souhaite afficher une erreur indiquant à l'utilisateur que l'âge saisi n'est pas valide. De la même manière, si le nom d'utilisateur est trop long ou s'il contient autre chose que des lettres ou des chiffres, on affichera une erreur à l'utilisateur. Voici donc le code de notre formulaire. Encore une fois, c'est très similaire à ce qu'on a fait dans une vidéo précédente. On a des étiquettes et des champs de saisie. Ce qu'on va faire ensuite, c'est d'ajouter une section script à notre fichier HTML, ce qui nous permettra de taper du code JavaScript. On va créer notre propre fonction appelée validate. Les parenthèses vides signifient qu'on ne prend aucun paramètre. D'autre part, rappelez-vous qu'on a utilisé la fonction alert qui avait un paramètre, c'est-à-dire le message qu'on voulait afficher. Lorsqu'on appellera la fonction validate, on tapera simplement le nom de la fonction suivi d'un ensemble de parenthèses vides. Ensuite, on veut lier notre fonction au bouton soumettre. On le fait en ajoutant onClick égale validate. Juste pour confirmer que ça fonctionne, on va ajouter une alerte à l'intérieur de la fonction de validation. Maintenant, on peut voir qu'en cliquant sur le bouton soumettre, la fonction est appelée et l'alerte s'affiche. Maintenant, on va créer nos messages d'erreur. Par défaut, ils seront masqués et chaque fois que les erreurs s'appliqueront, on les rendra visibles via JavaScript. On utilise la balise P pour chaque erreur et on leur donne un identifiant, ce qui nous permettra d'y accéder dans le code JavaScript. On ajoute également l'attribut style qui est du CSS inline. Display None rend les erreurs invisibles et Color Red rend le texte rouge. À ce stade, faisons un autre test. On veut commencer à afficher des erreurs lorsqu'on clique sur le bouton. Pour ce faire, on utilise cette fonction document.getElementById suivi de l'identifiant qu'on a défini précédemment, username error 1. Étant donné que le résultat est un objet, on peut accéder au style avec .style, puis afficher l'élément en utilisant .display égale inline. Inline signifie que le paragraphe sera au même niveau que le champ de saisie, plutôt que d'être sur une ligne différente. Display block l'afficherait sur la ligne suivante. Maintenant, si on clique sur le bouton, on voit l'erreur qu'on a choisi d'afficher. Alors maintenant qu'on sait que ça fonctionne, on peut commencer à écrire notre code pour la validation du formulaire. On va créer une nouvelle fonction appelée username validation. Utilisons getElementById comme on l'a fait dans la fonction de validation. Mais cette fois-ci, on mettra le résultat dans une variable et on pourra ensuite utiliser cette variable pour effectuer la validation. On veut la valeur du champ username, donc il faut ajouter value à la fin.
Donc la première chose qu'on veut valider, c'est la longueur du nom d'utilisateur. En JavaScript, une variable string ou texte a une propriété appelée length qui nous donne le nombre de caractères qu'elle contient. Donc tout ce qu'on a à faire, c'est d'écrire une condition. If username.length est inférieur à 3 ou que username.length est supérieur à 20. Maintenant, on veut avoir accès au message d'erreur de la même manière qu'on l'a fait avec le nom d'utilisateur lui-même. On va donc créer des nouvelles variables pour erreur 1 et erreur 2. L'erreur pour la longueur est la première, donc si la condition est vraie, on veut l'afficher avec username error 1.display égale inline. C'est exactement ce qu'on a fait dans notre test avec la fonction validate, mais cette fois-ci on utilise une variable. Ensuite, on doit s'assurer que le nom d'utilisateur contient seulement des lettres et des chiffres. La façon dont on va procéder est de parcourir tous les caractères, et dès qu'un caractère n'est ni une lettre ni un chiffre, on montre l'erreur. Dans les leçons précédentes, on a vu comment créer une boucle de type do-while. Maintenant, celle-ci sera ce qu'on appelle une boucle for. Ça va ressembler à ceci. Ceci crée une variable de compteur qui commence par la valeur 0. Ensuite, on a la condition de bouclage. Tant que le compteur est inférieur à la longueur de la chaîne, on continue à boucler. Ensuite, on augmente le compteur de 1 en utilisant la syntaxe counter++. Maintenant, à l'intérieur de la boucle, on aura besoin d'une condition qui vérifie le caractère actuel. En JavaScript, il existe une fonction appelée char@, qui extrait un seul caractère d'une chaîne. Username.char@counter nous permettra de vérifier le caractère à l'index actuel. Mais maintenant, on doit comparer ce caractère avec quelque chose. On va donc créer une nouvelle variable qui contient les caractères autorisés, c'est-à-dire l'alphabet et les nombres de 0 à 9. On n'a pas besoin de minuscules et de majuscules pour les lettres parce qu'on utilisera une autre fonction appelée toLowerCase qui prendra le caractère et le convertira en minuscule. Enfin, on appelle la fonction include sur notre chaîne de caractères autorisés pour vérifier si elle inclut le caractère actuel. Si ce n'est pas le cas, on affiche l'erreur. Le point d'exclamation inverse la logique, ce qui signifie que si allowed characters n'inclut pas le caractère, on exécute ce qui suit. Maintenant, gardons la fonction de validation et utilisons-la pour appeler username validation. Si on revient à la page, on peut tester notre nouvelle fonction. Si le nom d'utilisateur comporte moins de 3 caractères, on voit l'erreur. S'il contient des caractères spéciaux, on voit l'autre erreur. Le seul problème maintenant, c'est que si le nom d'utilisateur est valide, on ne cache pas les messages d'erreur. Ajoutons donc ce comportement en utilisant une instruction else. En
Entrons maintenant un nom d'utilisateur invalide pour voir les erreurs. Puis si on en saisit un valide, les erreurs disparaîtront. Il ne nous reste plus qu'à valider l'âge, ce qui devrait être assez facile maintenant qu'on l'a fait pour le nom d'utilisateur. On va créer une nouvelle fonction Age Validation. On obtient l'entrée de l'utilisateur à partir du champ âge. Premièrement, on veut s'assurer que l'âge est composé de chiffres. Encore une fois, on va créer une variable pour les caractères autorisés, mais cette fois-ci, on inclut seulement les chiffres. On peut copier et coller la boucle for qu'on avait auparavant parce que la logique est la même. On a seulement besoin de créer des nouvelles variables pour les erreurs d'âge. Et on met à jour les variables à l'intérieur de la condition. Ensuite, disons qu'on veut que l'âge soit compris entre 5 et 90 ans. On écrit simplement une condition qui dit if age est plus petit que 5 ou age est plus grand que 90. Par contre, à ce stade-ci, l'âge est dans une variable texte, donc si on veut le comparer à un nombre, on doit le convertir en nombre. Cela se fait avec parseInt, puis on utilise la variable comme paramètre. Si la condition est vraie, on montre l'erreur, sinon on la cache. Ensuite, on ajoute l'appel AgeValidation à la fonction de validation principale qui est appelée par le bouton du formulaire. Faisons un dernier test. Si l'âge contient autre chose que des nombres, on voit la première erreur. Si l'âge est en dehors des limites, on voit la deuxième erreur. Et la validation du nom d'utilisateur fonctionne également si le nom a une longueur incorrecte ou s'il contient des caractères spéciaux, on voit les erreurs appropriées. C'est tout pour cette leçon. Dans la prochaine leçon, on commencera à voir comment soumettre des formulaires et envoyer les informations à utiliser dans une autre page. Cela se fera avec le langage PHP. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.